Mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio. Très heureux de vous savoir à l'écoute encore une fois et nous sommes écoutés. J'en suis très fier. De l'autre côté de l'océan, on est écouté en Belgique, on est écouté en France. Les vétérans et les militaires là-bas n'ont pas ce genre de podcast-là. Ça me fait plaisir de vous dresser le portrait de nos vétérans, de nos personnalités publiques, mais surtout les vétérans et les militaires. Et c'est l'objectif du podcast, donc d'humaniser les hommes et les femmes qui ont fait le choix de servir les Forces armées canadiennes. Je suis très privilégié que ces gens-là viennent me confier, viennent me témoigner de leur parcours, puis vous allez apprendre leurs défis et leurs aspirations aussi. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Allez vous abonner à la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, pour tous les épisodes gratuits. C'est un projet bénévole. Allez vous abonner pour supporter le projet. Donc, le Soundcheck Podcast sur YouTube, incluant l'abonnement de la page Facebook, Instagram et sur TikTok, Steven Bilodeau, humoriste. Sur ce, sans plus tarder, je vous présente mon invité d'aujourd'hui. Il a été fantassin à l'infanterie et policier militaire. C'est pas peu dire et je vous invite à accueillir Jonathan L'Heureux. Joe, bienvenue. Salut, merci. On va t'appeler Joe, on va te tutoyer. On se connaît bien, on a fait nos carrières en parallèle. En fait, on connaît pas tous les détails de notre carrière, parce que souvent, c'est comme ça dans l'armée, on va avoir évolué, puis on est rentré ensemble dans l'armée en 99 sans avoir partagé le même cours de recrue, mais en parallèle, on a mené nos carrières qui, à mon avis, t'ont rendu très fier. Oui. Ouais. T'as eu une hésitation? Oui, ben j'ai des moments plus mémorables que d'autres, oui. Ouais. Mais j'ai. Mais est-ce que les moments difficiles sont suffisants pour dire que ça l'a teinté le goût que tu as de ta carrière militaire? Non, je te dirais que j'ai quitté les forces avec beaucoup d'amertume. Tu l'as vécu probablement toi aussi en changeant de métier. T'es comme flagué, comme tagué, comme t'es un lâcheur. Tu te fais mettre un peu, pas une target dans le dos, Ouais. mais tu te fais... Moi, j'ai une sortie médicale, mais toi, tu as décidé j'ai pris ma retraite, de toi-même de demander ta libération. Après 23 ans de service? Pratiquement, oui. Ouais. Quelques mois short de 23 ans. Mm-hmm. Mais c'est parce que j'ai quitté, puis j'ai été perçu, je te dirais, comme un lâcheur. Ouais. Parce qu'on m'avait permis de retourner à mon unité que j'étais. Ouais. Puis j'ai quitté après un an, mais dans leur plan, j'étais là pour au moins 3, peut-être même 4 ans. Ouais. Donc quand j'ai quitté, j'ai jamais eu de remerciement de qui que ce soit, pas un seul email, pas un appel, juste mes amis proches qui m'ont remercié pour mes années de service. Sinon, je suis parti vraiment comme un voleur. Là. Fait que quand j'ai quitté les forces, je te dirais, en 2022, là, quasiment 3 ans, j'avais énormément d'amertume, de la colère, là, comme à peu près le système au complet. Parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance. Ben, c'est comme tu dis, voyons, c'est comme, j'ai quand même pas tout sacrifié, ma santé physique, mentale, puis donner autant de temps que ça à l'étranger pour, même pour un merci. Mm-hmm. Je pense que tu n'es pas le seul dans ce bateau-là. Il y en a beaucoup que, suite à leur retraite de façon médicale ou une libération volontaire, n'ont pas suffisamment eu de reconnaissance, du moins à la sortie. Parce qu'après ça, la reconnaissance, c'est au travers de ta carrière. Puis les Forces armées canadiennes, à mon avis, c'est une des lacunes qu'ils ont de ne pas suffisamment valoriser les soldats, les hommes et les femmes qui ont servi. Ouais. Ça, c'est une opinion très personnelle. Il y en a qui ont été beaucoup valorisés, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été suffisamment. Avec le recul, je te dirais que là, ça s'est estompé beaucoup. Oui. Mais tu sais, je suis fier de ce que j'ai accompli. J'ai fait qu'est-ce que je voulais faire. Chaque objectif que je m'étais fixé, je les ai atteints. Fait que t'es un soldat accompli. Oui. Ça fait une différence des fois de comment on processe. C'est pas la première fois que je le dis, mais que ça vient de facto de toi. Je trouve que c'est quelque chose qu'on doit souligner. Je veux voir ta sortie de l'armée d'une façon différente, dans le sens que tu dis, j'ai pas eu de reconnaissance. Les gens étaient pas contents que je sorte. Je t'ai vu comme un lâcheur. Moi, je vois ça positif. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Quelqu'un qu'on aime voir partir, on est content. Mais quelqu'un qui est un bon travaillant, un bon soldat, on veut pas le voir partir. Ça vient avec des émotions parce qu'il y a des êtres humains qui t'ont eu sur leur commandement. Est-ce que ça a teinté le fait qu'ils t'en donnent pas beaucoup à ta sortie comme punition? Parce qu'on le sait, la culture de l'armée, c'est une culture de punition. Tu fais comme nous, tu penses comme nous, sinon tu vas payer le prix. Ouais. As-tu payé le prix dans ta carrière, Joe? Ben, j'ai été tout le temps le mouton noir. C'est celui qui avait tout le temps la main en l'air quand c'était le temps de poser des questions, puis tout le temps quelqu'un qui se shakeait la tête.
qu'est-ce qui va nous sortir. J'étais celui qui disait pas mal tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. J'ai jamais été un licheux de botte, comme on dit. Là. Fait que c'est sûr que ça m'a attiré des foudres assez souvent. Oui. Puis c'est ça. À l'infanterie, c'est tel que tel de soulever les foudres parce que tu te fonds dans la masse un peu plus, à moins que tu aies un rang plus élevé. Mais comme policier militaire, dans une petite organisation, je vais dire de pisser d'un cornflakes de quelqu'un qui a un pouvoir sur toi. J'ai payé le prix plusieurs années et on est plusieurs policiers militaires à avoir payé le prix d'une culture qui était, à mon avis, quasiment plus dure que celle de l'infanterie parce que celle de l'infanterie était comprenable. Puis, je le sais que c'est une époque que certains pourraient dire une époque toxique, mais des fois, tu avais un problème avec ton superviseur, ça pouvait se régler à coup de poing sur la gueule, ce qui n'était pas nécessairement la meilleure des solutions. Non. Sauf que quand tu as une position de pouvoir sur un subordonné et tu utilises ton pouvoir pour lui faire mal, à mon avis, c'est aussi dommageable que de régler notre problème à coup de poing sur la gueule. J'ai été chanceux parce que dans l'entièreté de ma carrière, j'ai eu 2 personnes qui m'ont fait du trouble. Mais tu sais, ça a été quelques années sur 23 ans. Fait que ça a été des années misérables, je te mentirais pas, mais au final... j'ai eu plus de bonnes années puis plus de bons boss, beaucoup de gens qui avaient du common sense puis qui m'ont supporté, qui m'ont aidé. On réalise plus à la sortie, right? Oui. Ouais, parce que moi aussi, je l'ai réalisé à la sortie que c'est davantage certains individus au sein de l'organisation qui avaient de la difficulté en gestion de la colère, gestion des émotions, qui étaient jaloux, envieux, nomme ce que tu veux, qui m'ont fait mal plutôt qu'une organisation qui voulait mon mal. Tu sais. Le systémique là-dedans, c'est pas quelque chose que... C'est pas un mot que j'associerais à ce que j'ai vécu, mais davantage des personnes qui n'avaient pas beaucoup de qualité humaine, qui servaient de leur pouvoir pour nous faire mal. Qui montaient en rang sans trop que personne comprenne comment. Exactement. Je sens ton émotion. On pourrait sortir des noms, puis je suis convaincu qu'on serait sur la même longueur d'onde, parce qu'on les a côtoyés, les deux, inévitablement dans notre carrière. C'est un petit milieu. La police militaire, puis surtout avec la restructuration suite au procès de l'ancien colonel Russell Williams, la restructuration de la police militaire qui se voulait indépendante des commandements de la Défense nationale, ben ça nous a amené à comment je pourrais dire ça, à tisser un peu plus serré la famille de la police militaire. Et la police a évolué aussi dans ce temps-là parce que la police militaire, à une époque, avait même pas le statut de policier. En fait, quand moi, j'ai changé de métier en 2005, c'était l'implantation de toutes les recommandations qui avaient été faites après le scandale de la Somalie. Okay. Qui disait, écoutez, les MP avaient donné des avertissements de ne pas amener tel et tel individu, puis la chaîne de commandement, je fais comme, on s'en fout, on les amène, puis c'est eux qui ont tué le jeune là-bas. Fait que ils ont commencé à implanter toutes ces recommandations-là quand moi je suis arrivé. Donc je suis comme arrivé sur une grosse vague de progrès. Puis il y en a eu 2 par la suite. Là. Ouais. Joe, on va adresser un petit peu plus spécifiquement ces événements-là. Donc, le déploiement en Somalie. Il y a un jeune Somalien qui perd la vie et c'est la faute de la police militaire? Non, en fait, non. C'est que le premier commando, si je ne me trompe pas que c'était le premier commando, on déployait des gens là-bas qui étaient déjà connus puis que la police militaire avait flagué en disant « Hey, pas une bonne idée d'amener ces gars-là. » Des cas problématiques. C'est des cas problématiques. Vous vous exposez à une méchante histoire, puis comme de fait, c'est ce qui est arrivé. Ouais, ils l'ont échappé, puis c'est ça. C'est qu'ils se sont rendus compte que la police militaire avait besoin de plus d'indépendance, puis parce que on se fera pas de cachette, même si encore aujourd'hui on dit qu'on est complètement indépendant, on sait tous que c'est pas vrai. Oui. Mais à cette époque-là, c'était tu répondais directement du commandant de l'unité, puis ça allait pas bien même plus loin que ça. Donc, il se faisait tasser de côté, puis il prenait pas en considération qu'est-ce qui amenait là sur la table en disant hey, tu devrais choisir quelqu'un d'autre. T'sais. Ce qui a amené le démantèlement du premier commando, exactement. Ce qui a amené la réforme de la police. Mais la première réforme, parce que je considère qu'il y en a eu une aussi à l'époque des événements de Russell Williams. Donc, comment tu vis ça, toi? Ben, en fait, sais-tu quoi, Joe? On recule la cassette. J'ai envie de savoir pourquoi tu es rentré dans les forces. Ben écoute, moi, l'école, à l'époque, au secondaire, j'étais pas
Je préférais faire des jokes puis niaiser dans le fond de la classe. T'as de la place comme humoriste de la relève. Non, comme je t'ai expliqué, je suis pas tant à l'aise avec les caméras, les micros, tout ça. Mais, merci d'être là, by the way. C'était à la dernière minute, mais merci ça me d'être fait là, plaisir d'être merci là. de le faire pour la communauté, parce que je le sais que tu le sais, l'impact que ça a Exactement. sur les hommes et les femmes qui ont plus de difficultés à s'exprimer. Oui, comme je t'ai dit tantôt, j'ai écouté plusieurs fois tes podcasts, puis j'en avais les yeux pleins d'eau à toutes les fois, fait que si je peux apporter quelque chose... C'est sûr, mon chum. Sûr. Merci d'être là. Les raisons pour lesquelles tu es rentré dans la C'est ça. Donc, c'est ça. Le secondaire, j'étais plus une tête folle, tête brûlée. Ouais. À faire des petits crimes? Non. Je faisais des mauvais coups, là. J'étais juste tannant, là. Ouais. Puis, c'est ça. J'avais pas j'avais comme objectif d'aller dans la police. C'était ça qui m'intéressait, étonnamment. Puis, mais j'avais pas les notes. À l'époque, là, c'était 90% à mon temps pour être considéré pour aller faire ta technique policière. Donc, j'ai fait un domaine connexe pendant quelques années de la sécurité, mais tu sais, je travaillais 84 heures semaine sur 2 contrats différents pour avoir un salaire qui faisait un semblant de sens, en sachant très bien que la semaine d'après, la grève ou le contrat sur lequel t'es peut être fini, puis t'as juste plus de job, tu sais, tu graphines les coins de tiroir. Fait que je me suis tourné vers l'armée. Je me suis présenté au centre de recrutement à la rue Saint-Jean en 98. Puis... Mais est-ce que ton service comme agent de sécurité s'est fait avant le service militaire? Oui, même parallèlement, j'ai continué pendant un petit bout. Je vais dire de milestone pour justement apprendre que l'armée pouvait être un bon employeur pour toi? Oui, ben c'est sûr que c'est quand tu te rends compte que tu peux pas faire ça 84 heures semaine de même pendant 30 ans, puis même pas avoir de fonds de pension, pas avoir d'assurance médicale, dentale, rien. Tu te rends compte à un moment donné que, regarde, il faudrait que je trouve quelque chose. Faudrait que je pense que c'est normal, la nature humaine tu veux toujours améliorer ton sort. Ben, moi, à un moment donné, c'est ça. Je m'en suis rendu à un point où j'ai fait comme, bon, autant je voulais rien savoir de l'armée. C'était des petits salaires dans l'armée à cette époque-là. Quand je suis rentré, je pense qu'on faisait quelque chose comme 26 000. C'était pas beaucoup. Non, mais c'était quand même bien. Ton logement, à la base, était payé. Non, tu vivais pas riche, mais tu avais tous les soins dentaires, médicaux. Oui. Et tu avais une pension. Donc, c'était plus ça qui m'a attiré vers l'armée, le fait de vouloir améliorer mon sort. Oui. Puis vu que j'avais pas des scores, j'avais pas d'études collégiales à ce moment-là, ben là, je me suis présenté au centre de recrutement. Puis, naturellement, quand j'ai parlé d'MP, je me suis fait dire « Oublie ça ». En fait, en 98, j'ai appliqué. J'ai fait tous mes tests. Puis on était dans les mêmes années, donc c'était le top tiers qui prenait. Oui. Moi, ils m'ont offert, je me souviens pas si c'était artillerie ou blindé. Il me semble que ça devait être artillerie parce que blindé, je me disais, il me semble que j'aurais trouvé ça cool, peut-être qu'ils m'offrent ça. Fait que j'irais plus vers l'artillerie, mais là, on s'entend que ça date pas d'hier, donc c'était soit l'artillerie, soit blindé. Puis j'avais dit non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais vu que j'étais francophone, je parlais pas un maudit mot d'anglais, fait que mon objectif, c'était quand même de rester à Valcartier. Fait que je savais qu'il n'y avait pas 58 000 options non plus. Déjà, à ce temps-là, tu savais que si tu choisissais l'infanterie, il y avait les 3 régiments d'infanterie étaient à Valcartier. Les 3 bataillons étaient là, donc c'est ça. Et ils m'ont contacté là, début 99 en disant « Hey, t'es à veille d'être obligé de tout refaire le processus parce que là, t'as rien choisi quand on t'a l'offert, donc tu as une dernière opportunité qui est l'infanterie. » Fait que là, je me suis dit, bon, OK, l'infanterie, ça va être ça. Puis en septembre, finalement, je suis rentré une semaine avant ma fête. T'avais quel âge? Je suis rentré officiellement à 20 ans, mais une semaine après 21, donc on peut dire 21. Pareil, je te dis, c'est ça qu'on disait tantôt, ça a été des parcours parallèles, mais on s'est quand même suivi, puis je savais t'étais qui, puis comme on s'est vraiment suivi. C'est cool, il y a plein de choses qui se passent dans la tête en même temps. J'ai dit, c'est tellement pareil, c'est fou raide. Mais en même temps, ça arrive, on a servi la même armée dans les mêmes années. Tu viens de quel milieu familial? Ça ressemble à quoi chez vous? J'ai une sœur seulement. On n'a pas plus vieille, plus jeune? Elle est plus jeune que moi, de 11 mois. Ouais. Okay. Ouais. J'ai un frère qui, lui, n'a malheureusement pas survécu. Comme moi, était un petit prématuré. Là. Il a décidé qu'il voulait voir le jour trop vite. Moi, j'ai été longtemps dans l'incubateur. J'ai failli pas y passer. Toi aussi? Pas passer à travers. Non, mais dans le sens d'une naissance qui a été difficile. Oui. J'étais prématuré de plusieurs mois. Là. OK. Je tenais d'une main.
Puis t'es c'est pris? ça. Oui, pas mal, hein? Tu t'es pris pas mal. Une coupelle de 100 T'as livres. pas l'air d'un bébé prématuré. Non. Et tes parents, à ce moment-là, sont ensemble? Sont ensemble, oui. Okay. Mais ils sont séparés là, quand même très tôt. Là. Est-ce que tu penses que c'est dû au décès de l'enfant? Non. Non. Non, je m'embarquerai pas dans ces détails-là parce que c'est quelque chose qui est quand même encore... sensible chez vous? C'est comme moi, ça fait au-dessus de 10 ans que j'ai pas parlé à ma mère. Okay. La situation avec mon père a toujours été up and down. Ouais. Est-ce que tu as la volonté de reparler à ta mère un jour? C'est difficile. C'est difficile, okay. Ouais. Je suis pas fermé à l'idée, mais je te dirais que c'est pas quelque chose que j'envisage, non. OK. Parfait. Ton père fait-tu encore partie de ta vie? Oui. Oui, il est beaucoup plus présent, mais comme je disais, il y a eu des hauts, des bas. J'ai été au-dessus d'un an sans y parler. Ouais. C'était juste des choix qu'à un moment donné, tu décides de faire ta propre voie, oui. Puis pas te... Tu sais, la famille, on la choisit pas. Hein? Non. Puis on a le droit de composer avec ou de pas composer avec. À certains égards, plusieurs membres de ma famille, j'ai décidé de les tenir à distance pour plusieurs raisons aussi. Moi, c'est la négativité, là, ce qu'on appelle communément les grugeux de jus. Là. Ouais. C'était ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai pris la décision de comme, OK, ben, je vais, particulièrement à ma mère, là, je vais te prouver que je me sens pas obligé de rien, puis que je fais pas rien avec une idée derrière la tête. Mm-hmm. Puis comme on va couper ça là, tu sais, comme je vais te le montrer que je me sentais pas obligé de te parler, va-t'en, puis je l'ai jamais revu depuis. Tu rentres dans l'armée, ton cours de fantassin francophone. Oui, à Valcartier. Finalement, tu réussis à avoir ta mutation que tu souhaitais pour demeurer. Pourquoi tu voulais demeurer à Québec? Parce que les bases anglophones, c'était pas une option. Là. Yes, no toaster. Oui, ça te faisait peur. Puis, oui. Je te dis ça parce que moi, ça me fait peur énormément quand on m'a envoyé d'un milieu de travail anglophone. Je baragouinais, mais jamais de lire des sets d'ordre en anglais puis d'aller sur des... comment je pourrais dire ça? Ben, toute la lecture qu'on avait à faire. Je trouvais ça très épeurant. Nous, en plus, qu'on est de la génération où c'était comme le trip de se séparer du Canada. Fait que c'était comme même pas obligatoire d'avoir ton anglais pour passer ton secondaire. Fait que naturellement, quand je rentrais dans mes classes d'anglais, je m'en foutais contre et puis je vais dire, tu t'en foutais, mais que c'était supporté par tout le monde, que tout le monde s'en foutait aussi. Dans ce temps-là, tu ne te sens pas un mouton noir. Tu dis, bon, je fais partie de la gang, personne n'aime ça, personne n'en veut. Exactement. Puis on le fait parce que je regrette aujourd'hui. Parce que c'est comme maintenant, là, je travaille dans les 2 langues, puis j'ai... T'as pas eu le choix? Non. Ça a pas été facile, mais j'ai jamais regretté, puis de parler anglais, tu sais, comme j'ai regretté de pas l'avoir fait avant. OK. Quand tu rentres à l'infanterie, tu arrives là, qu'est-ce qui te... Premièrement, c'est un milieu qui est fait pour toi. Tu sens-tu que tu es sur ton X ou t'es déstabilisé? Non. L'infanterie, j'ai eu des amitiés incroyables qui tiennent encore aujourd'hui. Mm-hmm. J'ai aimé d'être déployé avec l'infanterie. Mm-hmm. La réalité opérationnelle m'a fait réaliser que c'était ça plus qui me drivait. Mm-hmm. Parce que tu as fait 10 ans pratiquement à l'infanterie. Non, c'est un petit peu moins que 6 ans. Ah oui? Jusqu'à 2005. Okay. 99, les recrues. Okay. 2000, j'ai fait mon 3. Okay. Puis, 2005, là, j'étais officiellement MP. Excuse-moi de t'avoir coupé. Continue. Non, il n'y a pas de problème. J'ai perdu mon idée. En fait, je voulais savoir, c'est quoi les raisons qui faisaient que tu as eu des chums, tu as apprécié le trip de gang, mais tu n'étais pas nécessairement confortable avec le travail? C'est parce que tu es misérable et c'est rough, l'infanterie. On va se dire les vraies affaires. C'est difficile sur le corps. Il n'y a jamais personne qui a mentionné ça ici, hein, à quel point l'infanterie était difficile physiquement. Ben, c'est parce que tu le sais que mais nos auditeurs, tu vas être misérable dans tout. À quel point c'est misérable. Tu sais, comme tu es toujours exposé aux éléments. Oui. Tu sais, moi, j'ai été chanceux, j'ai été canonnier sur le VBL3 après 2-3 ans. Non, même pas moins que ça. Mais oui, la base de l'infanterie, c'est à pied. Oui. Donc, les toboggans en hiver avec les tentes, puis faire des chiffres de garde à moins 35 dehors.
traverser des rivières, puis passer 3 jours tout trempe, tu sais, comme... t'es toujours dans une position inconfortable, à pas dormir beaucoup, puis là, t'as mentionné quand t'as la possibilité d'avoir une qualification sur un véhicule, puis qu'un véhicule qui t'est attribué dans les opérations souffre un peu moins parce que tu es capable de comme une petite maison. Ouais, là, c'est chauffé. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de la troupe qui, elle, doit s'organiser autrement. C'est une belle opportunité que j'ai eue. Ouais. Mais c'est ça. Puis le plus drôle, c'est que c'est ça. Quand j'ai déployé en Bosnie en 2002, je considérais déjà... Moi, c'était déjà mon plan de carrière. Ça a été ton premier déploiement, Joe? Oui, en 2002. J'avais déjà comme plan de faire le 3 ans qui était minimum requis pour appliquer sur un transfert latéral pour aller MP. Oui. Donc, 2002, j'ai fait mes démarches. C'est mort sur un bureau à quelque part, puis ça n'a jamais abouti à rien. Ouais, je veux juste pas tirer personne en dessous de l'autobus. Non, mais sans qu'on mentionne, parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Je voulais commissionner, puis mon dossier s'est retrouvé aux poubelles. Et après ça, j'ai fait un grief, puis on m'a donné raison que mon dossier aurait dû atterrir sur le bureau du... en fait, c'est un concours, hein, c'est toujours des concours, donc c'est un concours pour devenir officier, donc tu présentes ta candidature, mon dossier s'est jamais rendu. Donc, c'est ce qu'on peut comprendre dans ton cas, c'est que le dossier s'est jamais rendu. Encore une fois, je vais te dire, c'est probablement une marque, c'est positif dans le sens qu'on veut pas te voir partir de l'organisation pour aller travailler ailleurs. C'était plus, je pense, la mentalité de dire que tu changes de métier, c'est une chose, mais que tu t'en ailles policier militaire, ça, non. Oh, c'est vrai, c'était vraiment la personne qui a gardé mon application sur son bureau l'a soumis, mais en retard. Tu sais, il y a des deadlines, en telle date et telle date, tu peux appliquer. J'étais dans les dates, j'avais rencontré le BPSO, puis ça leur tardé sur le bureau plus haut, mettons. C'est vrai. Je me souviens la frustration des gars quand il y avait un fantassin qui était accepté pour justement aller faire son impact et son évaluation pour sa candidature pour devenir policier militaire. Les gens sont jaloux. Ils sont envieux. Il y en a peut-être... Je pense que ceux les plus vocaux, c'est ceux qui ont justement souvent affaire avec la police militaire. C'est ce que je me suis rendu compte avec les années par après. Oui. Tu vois des gens, tu fais comme « Ah, ben oui, lui... » Ah, ben oui, c'est vrai, lui, il m'a donné du trouble quand j'ai changé de métier. Oui. Il refusait de me parler. Puis là, ben, quand tu deals avec pour d'autres choses, tu te rends compte, il aime taper sur sa femme. Fait qu'il y a des avec la police militaire, c'est pour ça qu'il aime pas la police militaire. Ouais. Fait que là, tu fais comme, OK, ben écoute, c'est ça. Mais il y avait comme cette... puis à peu près à tous les grades, là, c'était tout le temps la même affaire. Pourquoi MP? Tu sais, comme, t'aurais pu choisir n'importe quel autre métier, même postal. T'aurais pu aller postal, je pense que je me serais pas fait achaler. Mais là, MP, c'était comme... Non, ça passe pas. Mais, je veux dire que les policiers militaires qui venaient des armes de combat apportaient une expérience à la police militaire que ceux qu'on engageait directement après leur technique policière ou ceux qui recevaient un montant d'argent pour venir parce qu'ils étaient déjà des policiers formés n'avaient pas l'expérience des armes de combat. Toi, ça a été ton cas. Tu arrivais avec un bon bagage. Tu avais déjà, si je ne me trompe pas, une mission de fait en Bosnie. Oui. Donc, pour la police militaire, tu étais un bon asset à avoir. Oui. Autant qu'il y a des excellents remaster, changement de métier. Oui, changement de métier, transition. Là, autant qu'il y a des excellents candidats qui arrivent de la vie civile, qui joignent la police militaire. Tu sais, comme c'est à peu près n'importe quelle organisation, c'est toujours ça. T'en as des bons, t'en as des moins bons. Mais l'expérience militaire précédente a toujours été un avantage majeur comparativement à un jeune qui vient d'arriver, qui connaît rien à l'armée. Puis sans le vouloir, manque de respect à quelqu'un à cause de justement son manque de connaissance de l'armée. Oui. Je vais juste donner un peu plus d'informations pour les auditeurs qui sont des néophytes de l'armée. La police militaire, dans le fond, c'est un service de police au service de la défense nationale. Et tu as comme deux secteurs. Les opérations policières de façon traditionnelle, mais tu as aussi des opérations policières sur le terrain, sur le champ de bataille, sur les opérations militaires. C'est deux compétences qui sont complètement différentes. Puis comme policier militaire aussi, on applique
le code criminel, on applique le code pénal, mais aussi on a la loi sur la défense nationale et le code de discipline militaire qui en découle. Je vais juste le dire aux gens pour que les gens comprennent un petit peu plus, c'est quoi le service de police à l'intérieur de l'armée. Et sachez que la police militaire au Canada a les mêmes droits et statuts que la GRC. Donc, c'est pour aider, faciliter la compréhension. Joe, on retourne. Quoi d'autre à l'infanterie ne faisait pas ton bonheur? Quand je suis revenu de la Bosnie, on est retombé en mode garnison. Donc là, tu passes je me promène avec l'OD, c'est réel. Même si la Bosnie, c'était pas à ce moment-là un théâtre qui brassait, c'était quand même opérationnel. Tu avais quand même les granades, tu avais quand même tes affaires. Puis là, tu arrives là-bas, puis tu reviens en garnison, puis là, mais tout ce que tu fais, c'est attendre la fin de la journée. C'était pas vraiment pour moi. Là. Est-ce que tu avais la possibilité au moins de t'entraîner beaucoup? Je sais que tu t'es entraîné beaucoup dans ta vie. Oui, en fait, tu rabattu un peu sur... ils nous sacraient des volets à course le matin, mettons. Ouais. Les petites ça, c'était le début de la journée. Oui. Partais du 2e bataillon, on n'avait même pas encore tourné le coin au 12e RBC, puis j'étais déjà gazé. Puis je veux juste dire que les gens qui vont faire, parce que là, c'est populaire, les courses, les gens vont faire du 5 km, du 10 km, vont faire un demi-marathon. Ça, c'est de façon volontaire, puis dans des meilleures conditions. Mais si à tous les matins, vous courez 10 km, ça devient irritant. À un rythme qui n'est pas le tien. Exactement, à une vitesse. Quand tu cours seul, j'ai déjà eu des bulles au cerveau où je courais les samedis comme pour moi-même. Ouais. Mais comme tu pars tranquillement, puis tu accélères la cadence, ça commence à cramper à quelque part, tu ralentis. Mais là, quand tu suis quelqu'un d'autre, je suis tout le temps le dernier en arrière. J'étais à la même position que toi. Mais si tu as mal à un genou, s'il y a quelque chose qui est pas inconfortable dans le sens que ton articulation fait mal ou ton muscle fait mal à cause de l'entraînement, mais là, quand tu as un mal de blessure, tu peux pas non plus arrêter. C'est ça que je veux dire aux gens. C'est ça. Donc, tu me parles beaucoup d'inconfort. Dans le fond, l'infanterie, c'est juste inconfortable left and right. En fait, c'est ça. C'est que sur une patrouille de niveau de compagnie, je regardais mon adjudant-maître qui était fin quarantaine, peut-être début cinquantaine. Donc, lui, il faisait ça depuis déjà 15-20 ans. Puis moi, dans mi-vingtaine, écoute, j'étais en train de crever tellement que c'était épouvantable. On avait chaud. J'étais complètement à bout de souffle. Puis, je le regardais lui qui partait en arrière de toute la patrouille, qui remontait jusqu'en avant de la compagnie pour parler avec le major, puis savoir qu'est-ce qui se passait. Puis là, il redescendait en bas. Puis moi, le break que j'avais, quand je reprenais mon souffle, puis que j'avais un genou à terre en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour mériter ça, lui, il redescendait en bas, puis là, quand ça repartait, il remontait exactement le chemin qu'il venait de monter. Puis je me disais, voyons donc, tu sais, comme il est rendu adjudant-maître, l'étape suivante, adjudant-chef. Mais jusqu'à adjudant-maître, tu fais les mêmes maudites niaiseries que je déteste pour mourir. Mais tant que tu n'as pas avancé en âge, tu réalises pas à quel point c'est exigeant. Tu sais, les adjudants-maîtres, adjudants-chefs, ça a déjà une dizaine d'années de service, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, si tu as commencé à 20 ans, tu es rendu à 45, tu te rapproches du 50, puis là, tu es dans ces positions-là. Puis comme tu dis, il faut que tu fasses la même job que les jeunes de 20 ans. Fait que c'est ça. Ça a été vraiment le déclic de dire je ne re-signe pas. Si j'ai pas mon changement de métier, je re-signe pas. J'explique aux gens encore. Premier contrat dans l'armée, 3 ans. Oui. Tu souhaitais, toi, sortir après ton premier contrat. J'avais-tu signé? C'était 3-4, je pense. 3-4. 3-4. Donc, il nous donnait 7, puis après ça, il nous donnait 13. Jusqu'en 2003-2004, où est-ce qu'il nous impose un 25, mais conserve une cause grand-père pour ceux qui étaient assez brillants pour comprendre que tu n'étais pas obligé de signer 25. Exact. On va le dire de même parce qu'on s'est fait avoir. Il y a beaucoup de monde qui sont fait avoir. Moi, j'ai été obligé de me battre un peu pour cette histoire-là. C'était légal, mais la politique autour de ça était la volonté d'avoir un 5 ans de rétention pour chaque individu qui avait signé 20 ans. Ça, c'est mon avis à moi. T'as sorti de l'infanterie de 2005. Qu'est-ce qui te permet t'as-tu des bons boss qui te permettent de faire un changement de métier, d'être accepté, puis de suivre le processus de soumission de candidature à la police militaire? Basé sur mon expérience de l'année d'avant, oui. Que c'était mort sur un bureau puis que j'avais manqué les deadlines,
J'ai eu la chance de parler avec une commis, la responsable de la salle de rapport du bataillon, qui, elle, avait été mise au courant de cette histoire-là. OK. Puis, elle, ça a été ma meilleure alliée. Là. Elle disait, OK, l'étape suivante, il faut que tu ailles faire signer tes documents, mettons, à la section médicale. Okay. Fait que je transportais moi-même mon dossier d'une place à l'autre. Mm-hmm. Puis elle s'assurait de faire le suivi. Elle dirait, hey, ça fait 3 jours que vous l'avez, comment ça, c'est pas encore revenu sur mon bureau. Donc, là, j'ai tout fait les étapes de A à Z par moi-même avec elle qui me supportait, comme je te disais. Puis là, j'ai tout soumis, je pense, la deuxième journée. Tu te souviens-tu de son nom à cet allié-là? Hey, j'ai bélangé dans la tête. OK. Mais... On laisse ça, les gens vont laisser en commentaire. Elle va se reconnaître si jamais elle écoute. Là, merci. Ouais. C'est grâce à elle que ça a fonctionné, en tout cas du moins le processus là, d'application. Ouais. Comme il n'y a pas personne. Mais ça t'a donné un second souffle dans ta carrière aussi? Oui. Oui. Puis on était plusieurs au bataillon à changer en même temps. Là, c'était populaire. Là, quand tu as fait un peu d'infanterie, tu essaies de... Il y en a que ça a été pour eux une carrière, puis je te dirais même que c'est pas mon cas. Il y en a qui ont des génétiques particulières, qui ont des génétiques qui sont buildées, sont faites pour ce travail-là, puis souffrent beaucoup moins que les autres, beaucoup plus grande capacité de récupération, pas besoin de beaucoup de sommeil. Mon chum... 3-4 heures de sommeil, puis il est frais comme une rose. Moi, je n'ai besoin de 8-9, tu comprends? Par un train, c'est pas pareil. T'as le gars qui court à 4 minutes du kilomètre avec la cigarette dans la bouche, puis il est même pas essoufflé rendu au bout. Tout le monde se rappelle de Guy Lafleur qui fumait en des périodes. C'est ce genre de génétique-là, je pense, qui était propice. Moi, je l'avais pas. J'avais pas la volonté non plus d'être dans les tops. Là, comme c'était pas... ça devait paraître au niveau de mes boss. La physionomie fait en sorte que tu dois traîner une plus grosse masse, donc ta dépense d'énergie est plus grande, la vitesse est moins rapide. Il y a tout ça qui joue et aussi qui use, parce que ça a des conséquences sur le physique. Probablement des conséquences que tu vis avec aujourd'hui. Oh oui. Tout le monde dans l'armée a eu de l'arthrose, a eu des petites blessures, mais tout ça, de façon répétée, avec les années de service, mène à des conditions médicales, des fois, qui vont te pousser jusqu'à l'invalidité, ou du moins... Sur papier, tu es invalide, mais tu décides quand même d'être fonctionnel et de dépasser tes limites. Au niveau de ton changement de métier, ce qu'on parle pas souvent, c'est que les métiers contingentés comme policier militaire, qui est un métier spécialisé, tu as dû retourner à l'école. J'ai retourné à l'académie de police, oui. OK. Mais est-ce que tu avais des critères de dépôt de candidature qui avaient rapport avec le scolaire? Parce que moi, j'ai dû retourner faire des cours. Pas dans mes années, non. Okay. Moi, c'était préférablement une mission opérationnelle. Ça, tu l'avais fait? Je l'avais fait. Ouais. Puis le 3 ans fait dans l'armée. Puis par la suite, là, tu avais l'IMPAC qu'on appelle, là, le processus de sélection. Dans mon cas, c'était Halifax. Military Police Assessment Center. Je pense que c'est ça que ça voulait dire. C'était 3 à 4 jours. Je ne sais pas combien de jours c'était. Mais c'était des entrevues, des tests, des mises en situation. Travail d'équipe, résolution de problèmes, tout ça. Puis au terme de ça, là, tu étais invité sans être trop certain du nombre. Je crois qu'on était au-dessus de 500. Même, je dirais quasiment jusqu'à 1000 candidats qui avaient appliqué au niveau des forces canadiennes pour un transfert latéral pour aller MP. Là, naturellement, c'est majoritairement des anglophones, mais on était au moins, je te dirais, une centaine sur la gang francophone. Mm-hmm. De ça, on était, je crois, 18 qui ont été sélectionnés. Autant qu'on était discriminés dans l'armée parce qu'on était francophone à plusieurs niveaux, là, puis je te parle pas, c'est une discrimination systémique, c'est une discrimination dans le sens que les Anglais et les Français se sont toujours tapés sa gueule. Au moins, dans le processus de transfert latéral, comme francophone, on était quand même chanceux parce qu'ils devaient prendre des francophones dans le processus de sélection. Tu arrives dans le métier de police militaire, là, tu es sur ton X, c'est ce que tu voulais faire depuis que tu es jeune, tu dois triper comme un enfant. Un peu trop aux yeux de certains boss, oui. Là, tu m'as dit à l'école, j'avais pas d'intérêt. Là, tu es obligé d'apprendre des lois, des jurisprudences, tu es obligé de lire énormément. Mm-hmm. Comment ça se passe, toi, à ce niveau-là académique? Ça allait très bien. Okay. Je me suis découvert une capacité à apprendre qui était beaucoup plus grande que ce que je pensais. Tu vois que c'est l'intérêt. Exactement. Juste avec l'intérêt.
Puis par la suite, ben, j'ai complété mes études. J'ai refait ma technique policière au collège pendant que j'étais en Afghanistan. J'ai fait 1 an en Afghanistan. Oui. Donc, j'en ai profité pour faire mon diplôme collégial en Police Foundation. OK, mais ça, c'est quelque chose de plus que bien du monde qui ont fait des transferts latéraux. Tu es allé chercher une formation au civil de policier militaire. Ouais. En plus de ta formation de 6 mois à l'Académie de police militaire, qui, elle, te donne une formation complète de policier fédéral. Exact. Fait que tu devais être outillé. La première journée, tu es rentré dans un char de police. Ça allait quand même bien, oui. Ouais, hein? Ouais. Première mutation comme policier militaire, on t'envoie où? Saint-Jean-Montréal. OK. Ouais. Ça fait-tu ton bonheur? C'est un peu plus Moi, tranquille? j'ai trippé là. Okay. Parce que là, on était dans le boom de l'Afghanistan. Donc, les valves étaient ouvertes, là, la méga structure, c'était... Les cours roulaient à plein. La méga, là, à Saint-Jean, qui est l'école de recrues. Tu veux expliquer aux gens, si t'es policier militaire à Montréal, c'est quoi ton secteur de responsabilité? Tu t'occupes de quoi? Ben là, nous, on avait, naturellement, notre client principal, c'était l'école de recrues. Ouais. Parce qu'on avait 5 à 6 000 candidats. Nous autres, dans l'année qu'on était là, on était peut-être 3-4 cours en même temps. Mm-hmm. Là, c'était mur à mur, les 10-12 étages étaient pleins, le building au complet. Mm-hmm. Donc, tous les jeunes qui faisaient des niaiseries en ville, répondre à tous les appels là, d'urgence, naturellement. On va se comprendre, là. C'est pas 70 appels par chiffre, mais quand même, avec le nombre de gens qu'on avait à Saint-Jean à ce moment-là, puis toutes les étapes à Farnham, les exercices, là, les phases de clos qu'on appelait, on était quand même relativement occupés. Une belle collaboration avec la police de Saint-Jean. On patrouillait dans le centre-ville, les bars, tout ça. Okay. Fait que c'était vraiment trippant. Là. Quand j'ai été chanceux, j'étais là vraiment dans les bonnes années là, où ça roulait. Puis on couvrait aussi Montréal. En fait, là, le détachement de Saint-Jean-Montréal, c'était ensemble. C'était la base de Saint-Hubert, Farnham, Saint-Jean, Longue-Pointe, qui avaient tout été amalgamés ensemble. Donc, il y avait quand même beaucoup de monde. On était... Avez-vous aussi les unités de réserve comme responsabilité? On avait, Strathcona? Oui, exactement. Okay. On avait toutes les unités de réserve dans le centre-ville, centre de recrutement, tout ça. Fait que c'est beaucoup de kilométrage, beaucoup de responsabilités. Ben, en fait, beaucoup de différents lieux. Anecdote, on avait... on s'était fait haïr un peu cette fois-là, mais on avait mis 5000 km sur un char en une semaine. Juste à couvrir les différents endroits qu'on avait à faire. En 5 chiffres de nuit, on avait mis 5000 km sur le char. Vous êtes fait tanner parce que vous avez fait votre travail. Parce que le char venait de revenir d'un changement d'huile. Il est arrivé le lundi matin, puis on l'a retourné le vendredi matin pour son changement d'huile. Fait qu'il nous trouvait pas drôle. Mais tu sais, quand on parle d'individus qui sont problématiques plutôt que ce soit le système qui l'impose, je pense que c'est un autre exemple. Mon opinion personnelle. J'aime ça donner mon opinion personnelle. Fait que c'est... j'aimerais juste savoir, parce qu'on a été d'un bar comme recrues, il y en a plusieurs qui ont été d'un bar. Moi, dans ce temps-là, j'allais au Tequila à Saint-Jean. Je sais pas si ça existait encore, probablement pas. La Fiesta, je me souviens, qui était un bon problème. OK. Mais ce que je voulais dire, la collaboration que vous aviez avec la police de Saint-Jean, est-ce que vous preniez charge des recrues qui faisaient des problématiques? Est-ce que vous... Lorsque ça s'appliquait, oui. OK. Oui. C'est sûr que on sautait dans le tas, on lui donnait un coup de main, puis après ça, on démêlait qui est qui dans cette histoire-là. Mais naturellement, Saint-Jean-sur-Richelieu, les cheveux rasés, un docteur dans le cou, ça parle anglais. On prenait over. On était très, 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 très visible. C'était facile. Au niveau de la procédure judiciaire, quand il arrivait une infraction criminelle, aviez-vous la possibilité de, je vais dire, sauver le soldat, le recrue, de cette infraction criminelle-là pour l'amener à une charge au niveau de la loi sur la défense nationale? Je te dirais que dans 90% des cas, on les laissait la police de Saint-Jean. Okay. Mais à l'occasion, ça arrivait qu'on nous offrait tout simplement de « Hey, voulez-vous? » Parce que c'était eux qui avaient la juridiction primaire. Donc, c'était eux autres qui décidaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Nous, on était là pour les supporter. Puis, s'il y avait matière à juste les ramener sur la base, qu'ils fassent face à la musique du côté disciplinaire, ben souvent, c'était beaucoup plus expéditif. Tu sais, comme, mettons, un gars chaud dans le centre-ville,
Il nous appelait, on allait les chercher, on les ramenait. Puis le lundi matin, mais il y avait à s'expliquer. Là, tu sais. Mais ça... Et des fois, procès par voie sommaire, l'article 129 qui est... Conduite préjudiciable au bon nombre à la discipline. Et voilà, puis il y avait probablement des fois amputé de sa solde, de sa paye. Ou des devoirs, devoirs supplémentaires la fin de semaine. Ou c'est des conséquences qui étaient très efficaces, qui embourbaient pas le système judiciaire là, civil là, avec ça. Là. Une fois que tu as fait cette mutation-là, est-ce qu'ils t'ont sorti du Québec? T'as-tu sorti du Québec à ce moment-là? Non. Initialement, il m'envoyait... j'étais allé faire mon cours de gardien de prison. Sur ton propre temps? Ou, non. tu voulais être joaillier? Non, je voulais absolument pas, mais il avait décidé que c'était là qu'il m'envoyait. C'est vrai? Il m'envoyait à Edmonton. Attends, il n'y a pas grand monde. Il y a des gens qui m'ont témoigné de leur présence à Edmonton, mais là, d'avoir quelqu'un qui a eu la formation, c'est intéressant. C'était, oui, j'ai aimé ça, mais c'était quand même pas mon objectif de carrière du tout. Ça n'avait pas d'intérêt. Puis encore là, à ce moment-là, je parlais pas anglais. Puis j'avais une conjointe qui était à Saint-Jean, donc pour moi, il n'était pas question d'aller à Edmonton. Là. Puis le cours de DB à Edmonton, c'est en anglais. Avec un French assist. My God, oui, le French assist, c'était quelque chose. Ouais. Combien de temps cette formation-là? My God, je me souviens pas. Long ou pas long? Ça t'a semblé très long? C'est quelques semaines pour sûr. Okay. Puis la formation est reconnue, je pense, par Service correctionnel Canada. Oui. On suit pas mal leur façon de faire. Leur standard. Même qu'on allait au Supermax avec eux, là, connaître la réalité là-bas. Là. Mais, Super Maximum, la prison qui est à Saint-Jean. Edmonton, excuse-moi. Ouais, le Supermax, là, on est allé faire un petit séjour là-bas, voir comment ça se passait. Travailler ou comme observateur? Non, comme observateur seulement. J'aurais pas voulu travailler là, c'est complètement fou. Là. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Naturellement, c'était des batailles de gang, là, comme tu jases avec le gars qui te fait faire le tour, puis il dit « Ah, hier, il y en a 6 qui sont morts dans le cours en se battant, et ça se tabait parce que c'était 2 gangs différentes. Fait comme, OK, juste ça, là, comme juste 6 de même. Rien là, ou toutes les astuces qu'il y avait pour justement blesser ou faire bien du trouble à quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Ça, les gardiens de prison aussi, naturellement, qui s'exposaient à tout ça, tu fais comme j'avais pas d'intérêt à faire ça, mais j'en ai encore moins aujourd'hui. Je leur lève mon chapeau parce que c'est une job de fou. Ça m'intéressait beaucoup aussi, moi, le milieu carcéral. Puis, tu sais, ce qui me bloquait, c'était les maladies. Tu sais, le courage, j'ai pas de problème avec ça. Faire face à la musique, j'ai pas de problème. Mais j'ai dit, les risques de sortir de là avec une maladie grave, c'est très grand. Puis moi, c'est ce qui m'avait fait le plus peur dans tout ça. Parce que je trouvais que c'était un travail très intéressant. Une fois que tu fais cette formation-là, est-ce qu'ils t'envoient... Leur plan, c'était de me muter. J'ai eu un message de mutation pour aller à Edmonton. Puis, moi, je les avais dit, je parle pas anglais. Ma conjointe est ici. Il y a un paquet de positions dans le triangle du Québec que je peux aller. Mais je vous le dis, je vais flipper des boulettes chez Burger King avant d'aller à Edmonton. Fait tu leur avais dit avant qu'ils t'envoient dépenser de l'argent à Edmonton? Moi, à ce moment-là, je pensais qu'il me faisait juste faire la formation parce qu'il donnait la formation quand même sur une base assez régulière. C'est vrai. Parce qu'on avait des cellules dans chaque détachement. Oui. Donc, moi, c'était juste un logique. J'avais même pas anticipé que c'était ça leur plan. Juste pour apprendre les conditions carcérales, quoi faire avec les détenus. Exactement. Puis... donc, c'est ça. 3 jours plus tard, j'ai eu un autre message de mutation que là, je m'en allais à Bagotville. Okay. Où j'ai fait 3 ans. Là, c'est l'époque où est-ce qu'on s'est comme... C'est là que je suis arrivé tout de suite après toi. Ouais, exactement. Moi, je quittais pour les forces spéciales, puis toi, t'es arrivé à Bagot. Comment t'as trouvé ça, Bagotville? Je veux juste dire aux gens, Bagotville, c'est un travail de policier militaire sur une base d'Air Force avec un aérodrome, donc c'est des compétences qui sont particulières. C'est un monde complètement différent. Ouais. Je dirais qu'à n'importe qui veut rentrer dans les forces canadiennes, aller dans l'Air Force. C'est comme ils sont sur leur planète. Là. Ouais. Moi, ça a été le choc que j'ai eu. Tu sais, des années dans l'infanterie, quand même l'école de recrue où c'est super rigide, faut que tu marches douette, puis c'est de même que ça se passe, la base militaire. Puis t'arrives sur une base d'Air Force où ils
sont habillés à peu près n'importe comment, puis c'est une autre planète. T'avais-tu de la misère avec ce laxisme-là au niveau du dress, au niveau de... Tu sais, parce que t'as été formé comme membre de combat, tu sais, t'es toujours parfait quand t'arrives avec quelqu'un qui, dans leur milieu de travail, a un peu plus de lousse au niveau du Disons dress. que ça détonne, mais est-ce que ça m'a affecté ou... Il y en a qui s'en non. allaient chercher des tripes, là. Non. Moi, non. Nicolas Meunier, que j'ai reçu également, puis vous avez quelque chose en commun parce que les deux, vous avez fait Haïti en 2010 après le tremblement de terre, me disait que, écoute, il se déploie à Haïti. Il est le premier arrivé sur le terrain. Il est en opération, puis il porte sa casquette à l'envers parce qu'il doit, dans ses compétences de search and rescue, de voir les yeux de la personne. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir une palette. Et l'adjudant-chef, il donne un blast de marde. Je suis pas surpris. Lui, ça lui tenait à cœur dans les opérations que tout le monde soit pareil. Anyway, petite parenthèse, vous aurez écouté l'épisode avec Nicolas Meunier. Il n'a pas vécu ça. Mais je pense qu'il a mis son pied à terre puis il a dit. Il a expliqué les conditions pour lesquelles sa casquette est à l'envers, puis c'était pour être capable que la personne qui allait amputer voit ses yeux. Mettons que c'est nécessaire sur le champ de bataille. Bagotville, quelque chose qui se passe là où tu vis une vie de famille un peu plus rangée, j'imagine? Ouais, ben j'ai comme toutes mes mutations, ça a mené à une séparation, parce que là, quand t'es à quelques heures de route de la maison, à un moment donné, ça devient difficile, puis... Donc ta famille t'a pas suivi? Ma blonde de l'époque, moi juste... Bon, on s'est laissé. Ça fonctionnait plus. Donc, on s'est laissé. Mais la distance a été un facteur important. Oui. Quand tu te rends compte à un moment donné que c'est difficile quand tu te vois, parce que là, tu fais tellement ta vie de ton bord, elle fait sa vie de son bord, puis là, tout arrive, puis tu t'imposes. Mm-hmm. Un peu comme un retour de mission. Là, tu reviens, puis tu t'attends que c'est posé d'être comme c'était avant, mais ça ne l'est plus. Comme si tu avais payé sur pause. Il y a eu des frictions. Puis, c'est ça. T'es mieux de te séparer que de t'ostiner continuellement. As-tu toujours eu une famille dans chaque mutation que tu avais ou ta famille? Quand est-ce que tu as commencé à former ta famille? Je vais t'amener à te demander, t'as-tu des enfants? Non, j'ai pas d'enfants, justement à cause de ça. À chaque fois parce que j'ai jamais fait plus que 5 ans au même endroit. Donc, naturellement, tu arrives à quelque part de nouveau. T'as pas une blonde qui t'a suivi, donc tu recommences à zéro. Fait que ça prend 1 an ou 2 avant que tu rencontres quelqu'un. Mm-hmm. Puis là, ben, ça fait 2-3 ans que tu es dans la relation. Tu sais, le milestone, normalement, où tu commences à envisager une famille, moi, je partais ailleurs. J'étais muté ailleurs. Fait que ça a toujours ruiné parce que moi, j'avais comme objectif d'avoir mes enfants, au moins 2 avant 30 ans. J'ai passé carrément à côté. Justement pour cette raison-là. Oui, j'aurais aimé ça avoir des enfants. 1, 2? J'en voulais 2. J'en voulais 2, ouais. Un petit gars, une petite fille? Un petit frère qui défend sa petite sœur, ouais. C'était ça mon objectif. Mais la vie a fait en sorte qu'à cause des mutations, ben je me retrouvais célibataire. Je recommençais à zéro à chaque fois. Ouais. Puis tu sais, comme avec le temps, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que autant je m'adapte au changement, autant ça, d'être obligé de recommencer toujours, c'est quelque chose qui m'affecte. Tu sais, tu crées ton petit cocon, ton petit confort, puis là, tu es tout le temps en train de recommencer ailleurs. Je trouvais ça plus difficile. Les mutations, là, c'était quelque chose que je voulais plus. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai pris ma retraite, que j'ai quitté, puis que je suis resté dans la région. Ce qui t'offrait, c'était pas j'aurais pu rester où j'étais encore quelques années. On va en parler plus tard de toute façon, je crois. Mais c'était vraiment là tu sais, j'ai mes cercles d'amis ici, puis j'avais pas envie de recommencer. J'ai envie de te poser la question, est-ce que ça l'a teinté tes relations aujourd'hui, dans le sens que, est-ce que tu as plus de difficulté à t'attacher parce que inconsciemment, tu sais que ta relation, tu vas être muté, tu vas déménager, la relation va devoir prendre fin parce que tu vas être toujours en mouvement. As-tu réussi à passer par-dessus ça? C'est sûr que, je pense que oui. C'est sûr que mes autres déploiements ont fait en sorte que je suis devenu, à quelque part dans l'histoire, quelqu'un de vraiment désagréable aussi. Puis je refusais de me l'admettre. Donc, j'ai pas été facile avec mes blondes. Fait que ça aussi, ça devait être un facteur. Mais tu sais, t'es dans le déni. Là. Je pense qu'on fait toute la même affaire. Là. J'ai été 10 ans avant de finalement admettre que hey, j'ai un problème. J'ai besoin d'aide.
Mais malheureusement, j'ai 2 blondes là-dedans qui ont écopé là, de mon attitude de marde. Là, puis et ils vont l'entendre s'ils écoutent le podcast aujourd'hui. Beaucoup de conjointes ont payé le prix de nos carrières militaires. Tantôt parce qu'on savait pas mieux faire et après ça, il y a une conséquence du service aussi. Puis on n'en parle pas suffisamment. Il y a des blessures, on se coupe de nos émotions, notre comportement, c'est un comportement des fois qui est parfait pour le travail. Notre hypervigilance, c'est un plus pour le travail, mais d'utiliser ça dans notre vie personnelle, ben, c'est comme un couteau à double tranchant. Exact. Les gens autour de nous payent le prix. Comme policier militaire, une fois que cette mutation-là a été faite à Bagotville, j'imagine que ça te donne le goût de travailler pour l'Air Force? Oui. Puis une des choses, tu me demandais qui m'avait... c'est quelque chose que j'avais remarqué à Bagotville, les différences, c'était aussi la transmission d'informations. OK. 5e régiment de police militaire, c'était qui on veut envoyer sur telle formation, même si c'était des formations ouvertes à tout le monde, où tu pouvais appliquer. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai découvert que, en fait, quand j'ai vu le processus d'application pour l'unité d'Air Marshal d'Inforce, je savais même pas que ça existait. C'est quoi un Air Marshal? Policier de bord, je sais pas vraiment la traduction exacte. Non, mais qu'est-ce que ça fait, juste pour expliquer aux gens? Ben, en réalité, tu fais la sécurité dans l'avion et autour de l'avion CF-1, là, l'avion du premier ministre. Oui, entre autres, parce que je pense qu'il y a d'autres, mettons... T'as le gouverneur général, oui. T'as tous les chefs d'État, la famille royale. Mais vous faites des vols civils aussi? Non. Non? C'est arrivé d'accompagnement pour l'évacuation d'Afghanistan. Ouais. Ça s'est fait, mais c'était vraiment particulier. C'est pas le mandat, parce que les avions appartiennent aux Forces armées canadiennes. Puis c'est le premier ministre, gouverneur général sont obligés de voler dans ces avions-là. Donc, c'était notre mandat. La protection rapprochée de ces dignitaires-là, c'est la GRC. Mais nous, on s'occupait du volet de l'avion, sécurité autour de l'avion, sécurité dans l'avion. Donc, on prenait over... à part un garde du corps qui restait armé dans l'avion. C'était nous autres qui prenions over là, pendant les vols là, à l'étranger. Le policier qui était armé dans l'avion, est-ce que son arme est visible, pas visible? C'était tout le monde savait, tout le monde savait qui on était. Là. C'était pas des gens qui... Oui, mais je parlais pour monsieur, madame, tout le monde, à savoir si c'était clair que c'était un policier qui était en fonction. Si on prend la distinction, mettons, avec le mandat de la GRC, eux, c'est carrément undercover. C'est nous, notre mandat, tout le monde savait qu'on était veston-cravate, on est là sur le bord de l'avion, tout le monde sait qui on est, tout le monde sait c'est quoi notre mandat. Donc, le rôle principal, dans le fond, c'est d'assurer la sécurité des VIP. Puis autour de l'avion quand on arrive à l'étranger aussi. Fait que c'était ça le mandat. Quelle année ça arrive ta formation comme Air Marshal? 2014. OK. Après Haïti. Après Haïti. J'aimerais ça qu'on parle d'Haïti avant de parler d'Air Marshal. Oui, c'est pas de problème. T'es policier militaire? Oui. Je suis... T'es déployé à Haïti suite au tremblement de terre? Exact. C'est quoi la mission? J'avais un bon boss qui était venu me voir. À ce moment-là, j'étais aux enquêtes criminelles. J'avais ma collègue puis moi qui on était restés. Si je me trompe pas, c'était un vendredi. Je pense qu'on était restés l'après-midi parce qu'on avait des choses à rattraper. Puis il s'était pointé le nez dans le cadre de porte en disant hey, ton DAG, là, ton état de préparation est encore vert. Serais-tu willing de partir à Haïti? Je dis oui. À ce moment-là, t'es policier militaire à Bagotville? Non, j'étais encore à Saint-Jean à ce moment-là. Okay. J'étais arrivé à Bagotville 2011. OK. 2012? 2011-2012, ouais. Ben, je te dis ça parce que moi, quand j'étais à Bagotville 2009, début 2010, le DART se préparait pour justement déployer à Haïti. OK. Mais peut-être que tu as d'autres fonctions. Probablement, oui, parce que là... je suis confus, je pense. Ouais. Continue ce que tu dis. Mais non, c'est ça. Donc, mon boss s'est présenté au bureau. Il dit, serais-tu volontaire à y aller? Je dis oui. C'est sûr que oui. Dans le passé, à toutes les fois où je m'étais préparé, où je m'étais mis volontaire à aller à quelque part, je n'étais jamais allé nulle part. Okay. Fait que j'avais dit oui, pas de trouble. Puis là, cette fois-là... On pensait pas que t'allais autre chose. Tu sais, je me disais, ils vont m'envoyer là dans une semaine, ou mais non, c'était comme, OK, va-t'en chez vous, pack tes affaires. OK. Puis pack tout, parce que je sais pas qu'est-ce que tu as besoin là-bas, je sais pas c'est quoi, comment ça va se passer, puis tout ça.
Donc, en 3 heures, j'étais revenu avec mes valises, mes barack box, prêt à partir. Fait qu'on est allé à Trenton. Là, ben, est-ce qu'ils vous disent c'est quoi la mission? Les tremblements de terre, bien entendu? Ils ne savaient pas. Nous, notre mandat comme MP, naturellement, c'était la protection, augmenter la sécurité autour de l'ambassade à Haïti, à Port-au-Prince, parce que là, ça avait naturellement créé tout qu'un chaos dans la ville. Puis l'ambassadeur avait demandé d'avoir 6 MP additionnels pour assister avec la sécurité de l'ambassade. OK. On souhaitait sortir les diplomates de là, on souhaitait sortir toutes les personnes d'intérêt, les VIP. Les Canadiens. Les Canadiens. Ouais, c'était une mission. C'était une mission difficile dans le sens où on a vu des choses qui n'avaient pas de maudit bon sens. La quantité de morts qu'il y avait là, l'odeur. Parce que je le répète, c'était 200 000 morts là, suite au tremblement de terre. Et il y avait bien des gens dans des décombres. Donc, nous, on est arrivé là dans le premier 24 heures, là, la deuxième avion qui a atterri là-bas. On en a jasé un petit peu avec... Oui, parce que Nicolas, qui est en recherche et sauvetage, est déployé. Il l'envoie là-bas avec un Hercule. Il y a un hélicoptère dans le cul du Hercule pour aller faire de la patrouille là-bas, mais apporte avec eux aussi des journalistes. Exact. Des journalistes américains, des journalistes canadiens. Ça s'envoie tout le monde là-bas, ce qui fait en sorte que... L'ambassadeur, lui, est là-bas, il accueille l'avion, puis il est en beau joie le vert, parce qu'il dit, moi, les journalistes, ça m'aide pas à protéger quoi que ce soit. J'ai besoin de mes MP, comme pour... parce que vous autres, vous aviez raté ce vol-là. On s'était fait sortir de ce vol-là, oui. Ils nous avaient tassé, on était prévus pour être sur ce vol-là, mais ils nous ont tassé pour donner ces sièges-là. En fait, j'étais pas au courant de ça au début. Je me suis juste fait dire, tu prends pas le prochain, tu vas prendre le prochain vol. Ben, OK. C'est comme, c'est ça qui est ça. Tu sais, je revenais d'Afghanistan, fait que c'était comme, OK. Il y a pire que ça, là. Oui. Quand on est arrivé là-bas, ben là, c'était le zoo, là. Tu peux pas te préparer vraiment mentalement à ce à quoi tu es exposé. La misère humaine. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus, Joe? Moi, c'est l'odeur de la mort, la putréfaction. Ouais. Ce qui m'a frappé beaucoup aussi, c'est la résilience des Haïtiens. Comme, on en parle peu de ça. Il n'y a pratiquement pas aucun Haïtien à qui tu vas parler que tu vas dire est-ce que tu as perdu quelqu'un dans la tragédie qui va dire non. Ouais. Ils ont tous perdu 1, 2, des fois leur famille complète. Puis je te dirais que la semaine suivante, la vie était comme repartie comme... Puis il y avait du monde qui avait trouvé la joie de vivre au travers de la joie de vivre, je dirais pas la joie de vivre, mais la résilience de dire faut que la vie continue. Okay. Ça m'a marqué beaucoup. Ce qui... Les fausses communes aussi, hein, tu me comptais c'était gigantesque. Là. C'est difficile à... Comment ils traitaient les fausses communes avec de la chaux? Étiez-vous impliqué dans cette opération-là? Non, moi, la seule affaire que j'ai vue, c'est les trous qu'ils avaient creusés. Okay. Puis tu sais, quand tu regardes la pelle mécanique à côté du tas de terre où ils vont se servir pour enfouir, tu te dis, ça a l'air d'un Tonka à côté. C'est gigantesque. Là. Ça avait pas de maudit bon sens. Puis c'était ça, tu te dis, my God, c'est l'ampleur de ça. Tu sais, que même en étant sur le terrain-là, on aurait dit que tu réalisais pas ça. Conditions sanitaires exécrables, même problématiques d'épidémie à plusieurs égards. C'était épouvantable. Moi, j'ai une image qui me revient toujours en tête. Parce que quand on est arrivé là-bas, on était froid, on était comme tu rentres pas, t'es-tu Canadien? Non, reste dehors. Mais avec le temps, tu fais comme, ça n'a pas de sens. Tu sais, comme, ils ont rien à perdre, ils viennent implorer ton aide, puis à un moment donné, tu viens quasiment insensible à leur dire non, mais je me souviens toujours... J'imagine les familles viennent avec des enfants. Regarde, mon enfant a besoin de manger, en fait, oui. Besoin de soins. Puis, il y a beaucoup d'enfants qui ont la citoyenneté canadienne parce qu'ils sont nés ici, mais aucun des parents l'a la citoyenneté. Donc, eux autres, ils se présentaient avec leur enfant en disant « Mon enfant est canadien », puis c'était mon rôle à moi, puis mes collègues, de dire « OK, est-ce que vous êtes canadienne? Non. Est-ce que le père de l'enfant est canadien? Non. » Parce qu'eux, ils arrivaient là avec
tout ce qu'il y avait de famille, là, en pensant que le bébé canadien, on rentre toute la gang. Ouais. Donc, c'était notre rôle de lui dire, écoute, c'est un seul des deux parents qui va partir avec l'enfant. Donc, vous devez décider là, maintenant, c'est qui, puis vous rentrez. C'était pas facile. Comme je te disais, les familles étaient déchirées dans ta face. Là, oui. Parce que ça rentrait dans l'avion-là. C'était moi qui le faisais. En disant, OK, toi, tu peux pas rentrer, je suis désolé. C'était un peu une façon de faire pour s'assurer que les gens retournent après le tremblement de terre. Mais de façon concrète, on savait très bien qu'ils pourraient pas revenir parce que... Et qu'ils voudraient pas, peut-être, non plus. Non. Puis, c'est parce que la condition pour les forcer à revenir, c'est que la situation revienne à la normale, soit rétablie dans un pays qui est déjà chaotique à l'année longue. Donc, on savait très bien que ceux qui rentraient au Canada, il n'y aurait aucune chance qu'on les force à retourner à Haïti. Donc, c'était pour ça aussi, une raison aussi opérationnelle de dire, on n'a pas 150 avions par jour pour évacuer les gens. Donc, c'était notre rôle de dire, toi, tu rentres avec ton enfant, toi, tu restes dehors avec le reste de la famille. Mais Joe, c'est épouvantable d'avoir à gérer ça. C'était pas évident. Souvent, on dit, on sauve les enfants et les femmes d'abord. C'était-tu le cas? Dans la dynamique où il y avait des chicanes entre la mère et le père pour savoir qui va partir? J'ai pas vu ça, non. C'était toujours la mère qui partait avec l'enfant. Je suis rassuré. Tu comprends-tu? Oui. Mais en même temps, si le père avait dit désolé, c'est moi qui pars avec l'enfant, j'avais aucun mot à dire là-dedans. C'était la réalité. Tu vas partir avec ton enfant, puis c'est tout. Fait que c'était pas évident. Puis il y avait de la désinformation aussi au niveau des postes de radio qui disaient les 10 000 premières personnes qui se présentent à l'ambassade canadienne aujourd'hui, ils ont un freebie, on les envoie au Canada. Donc naturellement, tu avais 10, 20 000 personnes qui, j'exagère avec 10 000, là, mais mettons les 1000 premiers. Mais là, t'avais la rue au complet, là, que ça faisait la ligne puis ça attendait, là. Donc, ça fait 2-3 fois que ça me revient tout le temps en tête, c'est parce qu'on parlait de quelque chose qui m'a punché là-bas. C'est un père qui se présente avec sa petite fille, avec une fracture ouverte du bras. Ça fait déjà 4-5 jours là, que le tremblement de terre est passé. La gangrène est poignée là-dedans. Ouais. Puis là, là, tu dis, est-ce que la petite est canadienne? Non. Êtes-vous canadien? Non. Y a-tu quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille qui est canadien? Qui pourrait justifier d'envoyer votre... Tu peux rentrer, tu sais. Puis... non, la réponse c'était non à tout. Mais là, tu sais, comme en dedans de toi-même, ça n'a pas de bon sens. C'est pauvre petite fille. La souffrance qu'elle doit vivre. Puis tu sais, c'était à ce stade-là, c'était évident que c'était une amputation. Mais là, tu dis, je veux pas. Si c'est pas une amputation, c'est le décès. Exact. Donc, j'étais allé voir nos médics canadiens en disant, écoute, voici la situation que j'ai. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire avec ça? Puis nous, à l'ambassade, les médics parlaient avec UN, puis ils pouvaient amener des gens directement là-bas pour être traités. Donc, j'ai réussi à la faire rentrer avec son père. Ils ont pris en charge. Tu as contourné les règles. Oui. C'est correct? J'ai demandé, puis ça a passé. Puis c'était la chose à faire. Mais ça, c'est une affaire qui m'a marqué beaucoup. Puis tu sais, ça a permis que c'est USAID, excuse-moi, qui faisait qui avait des hôpitaux de campagne. Là. Donc, on a réussi à l'envoyer là. Fait que tu sais, comme elle a été traitée, quand même, je présume assez rapidement. Mais tu sais, après cet événement-là, moi, je l'ai jamais revu, j'ai jamais su qu'est-ce qui s'était passé. Mais c'est quand je disais plutôt que c'était une mission très difficile, mais en même temps valorisante, c'était la mission que j'ai faite où, concrètement, on a aidé un paquet de monde. Fait que tu te concentres sur le positif, les vies que tu as été capable de sauver plutôt que les vies qui ont été perdues à cause des circonstances. T'as pas le choix, parce que t'arrives là, nous autres, t'arrives là dans le premier 24 heures après, là. Donc, c'est live, là, ça vient d'arriver. Ouais. C'est un pays qui ils ont pas d'infrastructure pour une situation comme ça. Des morts, j'en ai vu. Écoute, ça n'a même pas de maudit bon sens. Quand ça rentrait dans l'avion aussi, les conditions hygiéniques doivent être épouvantables. Des blessés, Les gens qu'on évacuait, là, c'était des C-17, qui est quand même un gros avion. C'est quoi l'équivalent du C-17? C'est un Boeing 767, quelque chose de même? Je sais pas c'est quoi le modèle.
Je sais pas non plus, je me risquerais pas à... 300 places peut-être? 300-400 places? Ben, il rentre un hélicoptère dedans. Ouais. C'est quand même gros, assez large, mais tu sais, on Ouais, les... mais ça, être capable de dire aux gens, ça ressemble à peu près à quoi? Ça ressemble à un avion de Nolisé de... Ben, c'est un gros avion militaire. Fait que c'est c'est un avion cargo. Puis c'est... Peut-être un 777, quelque chose de même. Je dirais probablement plus gros. Si les gens le savent, j'aimerais ça vous me le passiez en commentaire, j'ai l'air d'un cave. Mais je suis pas là pour t'aider non plus avec celle-là. Tu peux pas m'aider. Mais on les assoyait par terre avec une cargo strap. Là. Puis là, OK, tout le monde est assis. Clic, 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 clic. Let's go. Vous retournez au Canada. Fait qu'il volait direct au Canada. Mais comme le chaos qu'il y a à Haïti en permanence, c'est... Tu sais, nous, à un moment donné, la majorité des groupes criminalisés, il y en a une méchante gang qui sont morts là-dedans. Fait qu'il y a eu quand même une période... Parce que moi, j'ai été là 2 mois et demi. Fait qu'il y a quand même une période, je dirais, d'1 mois où il y avait tellement de monde qui était décédé que t'avais pas le crime organisé était rendu désorganisé, ce qui vous permet de mener vos opérations sans avoir face à la guérilla tout le temps. Exactement. Okay. Mais tu sais, ça a été fréquent qu'on... je crois que c'était les Cheyennes qui appelaient, là, qui faisaient des tirs d'harcèlement sur nous autres. D'ailleurs, c'est un des éléments qui a fait en sorte à un moment donné que je me suis rendu compte que j'ai peut-être besoin d'aide. Là. T'sais, ça tirait d'un côté du mur, puis moi, je suis allé me pointer à la face là en me disant... Aussi, je revenais d'Afghanistan, t'as un mindset qui est différent. Oui, ben justement, plus agressif. T'avais vu de l'action, j'ai à Kandahar, on n'est pas la gang qui a mangé. On n'est pas la gang qui a mangé la plus grosse volée, là, mais quand même, j'ai vécu. Non, mais t'avais déjà vécu un théâtre où est-ce que ça rock'n'roll, oui, exactement. La Bosnie, c'était un camp de vacances. L'Afghanistan, c'était un choc. Ouais. C'est vrai que les gars, vous dites ça, que la Bosnie, c'était un camp de vacances. J'y ai pas Dans les années que moi, j'y étais. Oui, mais parce que même ceux dans les années 80, je pense 94, 95, 93, ça a été l'enfer, là. Tu sais, comme t'as sûrement... 95, oui. 96, 97, tu sais, plus qu'on avançait, moins c'était... Ça a été mais ça restait un théâtre de guerre, ça restait... Le risque était là, mais j'ai l'impression qu'avec une carrière, puis il y en a qui ont fait la Bosnie, ils ont fait l'Afghanistan, j'ai l'impression qu'ils comparent, mais ils comparent peut-être pas... ils comparent avec qu'est-ce qu'ils ont vécu de pire, puis c'est circonstanciel. Il y a des gens qui ont déployé en Afghanistan, qui n'est pas arrivé rien, puis il y a des gens qui ont déployé en Afghanistan, puis tout leur est arrivé. Donc, ça dépend de circonstanciellement ce que tu as pu vivre. Mais Haïti, c'est ça. C'était pour conclure avec Haïti, c'est l'ampleur de la tragédie. Ça se décrit pas. Ça te reste dans la tête le restant de tes jours. Tu te dis, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, puis parallèlement à ça, la façon que ça roule là-bas, tu sais, comme moi j'ai déjà vu pendant que j'étais en train dans le centre-ville, on escortait un convoi, j'ai vu quelqu'un manger une balle en pleine tête. Live. Là, ton instinct policier fait comme qu'est-ce que je viens de voir là? Puis tu fais rien. Tu sais, comme là, j'ai genre 100 personnes à assurer leur sécurité, les amener à l'aéroport. Ouais. Puis tu fais rien avec ça. C'est un dommage collatéral. Pas de maudit bon sens. Aussi, ils règlent les voleurs, ils mettent un pneu autour d'eux autres avec de l'essence dedans, puis ils light up. Ça, t'as vu ça? J'ai vu ça aussi, ouais. C'est épouvantable. Tu peux pas... Tu sais, dans nos valeurs à nous... J'imagine que t'as dû penser d'aller tirer une balle à la personne que t'as après brûlée. Là. J'aurais aimé pouvoir fourrer les breaks, puis aller au moins mettre la main dessus. Ouais. Parce que t'aurais pas pu le sortir de là. Non, rendu là... au moins alléger ses souffrances. Tu sais, des fois, tu penses à des affaires de même. Ou quelqu'un, tu vois, là, qu'il va mourir. Là, tu sais, pourquoi pas abréger ses souffrances? Puis au Canada, c'est pas légal. C'est normal que vous réagissez sur ce commentaire-là. Mais de voir du monde souffrir, c'est souffrant. Puis ça peut te passer par la tête d'alléger. Éthiquement parlant, tu le sais que tu peux pas. Mais Dieu sait que tu aurais envie de le faire. Pour ça, je le nomme, parce que beaucoup d'entre nous autres auraient souhaité être capables de faire ça, puis bien entendu, c'est pas possible. On pourrait même amener à un incident diplomatique si on arrivait à faire des choses comme ça. Anyways. Tu sors d'Haïti, encore aujourd'hui, en fait, je sais que tu m'as dit que tu souffres pas de syndrome de stress post-traumatique, cependant, tu vis des symptômes. Oui, j'ai un diagnostic de stress post-traumatique, mais je suis considéré comme fonctionnel. Puis, j'aime beaucoup parler de cet aspect-là parce que les gens, souvent, vont se dire syndrome post-traumatique,
t'es plus capable de rien faire. T'es plus... Ou tu sais, comme t'es vraiment invalidé. T'as une invalidité qui fait que t'es plus capable de fonctionner. Que c'était suffisamment envahissant pour que tu sois invalide. Moi, dans mon cas, j'étais agressif. J'avais la fuse courte, ça avait pas de bon sens. L'hypervigilance, ben ça, on en a parlé. C'est encore présent. Moi, c'est beaucoup, ce qui m'affecte beaucoup, c'est les odeurs, puis les explosions, les bruits d'explosion. Si tu veux me faire une mauvaise blague, ça m'a pris du temps avant d'être capable. Moi aussi, ça a pris du temps. Les foules, ça a été long avant que je sois capable de juste penser d'y aller. J'ai freaké out là. Quand je suis revenu d'Afghanistan, il y avait le show des CDC, j'avais mes billets, bien excité, je suis arrivé là, pas capable de rentrer là. Pas qu'à en enjoyer. On a juste trouvé quelqu'un qui était dans le fil pour acheter des billets, puis ils ont vendu au prix. Les billets, puis on a juste quitté. Mais, comment tu réagis? T'es-tu tapé sur la tête suite à ça? Tu m'as pleuré? T'es-tu... Ah bon, j'en ai pleuré. T'étais sûrement avec quelqu'un? Oui, mais à ce moment-là, ma conjointe était en Chine. Donc, il y a une grosse partie de mon cheminement qui s'est fait. J'étais seul avec moi-même. Puis, tu sais, comme ça, tu réalises comme, regarde, ça, ce que je fais là, c'est pas normal. Ça, ce que je roulais 190, 200, parce que là, je viens de pogner une senteur de fumier qui me rappelle Haïti. C'est pas normal. Tu sais, comme je pourrais avoir un accident. Fait que, tu sais, comme tu te mets à faire une rétrospection, puis comme je te dis, j'avais à un moment donné, j'étais rendu complètement téméraire. Là. On cherche l'adrénaline. Oui, hein. oui. Puis justement, Haïti, c'était ça. C'était une pointée à la face là. C'est comme, j'aurais pu me faire tirer de là. Oui. Est-ce que ça aurait donné quelque chose? Non. J'aurais dû faire quelque chose de plus? Pas vraiment. Fait que pourquoi tu l'as fait? T'sais? Puis c'était en me remettant en question. Puis à un moment donné, ben là, c'est ça. J'ai fait comme non. Il faut que j'aille chercher de l'aide. Il faut que je le demande. Parce que là, ça a comme plus de bon sens. C'était vraiment envahissant. Je suis en train d'écouter la télé. Rien de me mettre à pleurer. Tu fais comme, ben voyons, pourquoi ça m'arrive, tu sais, puis c'est ça. Fait que j'ai un diagnostic, mais je suis considéré comme fonctionnel. Oui. Puis Aujourd'hui, tu as un emploi comme policier dans une municipalité, donc tu es hautement fonctionnel, puis même, je te dirais que c'est probablement un avantage dans ton travail d'avoir certains symptômes de stress post-traumatique parce que l'hypervigilance, c'est payant dans ce domaine-là, tu sais. Oui. Je veux pas dire que d'être hyper vigilant, là, ça te donne des capacités surhumaines. Mais par contre, si tu le gères bien, ça peut être une compétence. C'est ça. Il y a des gens que leur hypervigilance les empêche de fonctionner. Oui. Tu sais, comme j'ai été longtemps tout le temps à me dire, ça serait si, mettons, je voulais faire un attentat, c'est ici que je le ferais. Fait que là, j'avais tout le temps ce cheminement-là dans la tête de me dire, pas toi de faire l'attentat, mais non, mais que quelqu'un pourrait attaquer puis que je pourrais être là-dedans, tu sais. Fait que j'avais comme un peu la chienne de sortir de chez nous dans le sens où aussitôt qu'il y avait un événement d'ampleur, je me disais non, je peux pas y aller, tu sais. Fait que ça a été, comme je disais, ça a été un cheminement, ça a été quand même assez long de me dire, ben là, ouais, tu sais, comme à un moment donné, faut que tu continues d'avancer dans la vie. Puis, ben c'est ça. Fait que qu'est-ce qui est le plus dominant dans dans les symptômes? C'est l'Afghanistan ou Haïti ou quelque chose d'autre? C'est une combinaison des deux, oui. Tu sais, en Afghanistan, j'ai fait un séjour à CAF où on avait identifié des corps. Cette odeur-là aussi, oui, malheureusement, oui. Puis, le groupement tactique avec lequel j'étais, c'était le 2e bataillon, donc j'ai perdu beaucoup d'amis. Quelle année, rappelle-moi encore? 2009, l'Afghanistan? 2009 à Kandahar, oui. 2014-2015, Kaboul. Ouais. En ambassade? À l'ambassade. On va en parler. Ouais. Cette identification de corps-là, c'était pourquoi? EID qui avait explosé avec des soldats canadiens autour. Okay. Je veux pas dire c'était quoi leur métier parce que tout le monde va être en mesure de cliquer. Puis je veux pas donner de nom ici. Là. Par respect pour les familles. Mais dis-moi, techniquement, ton travail pour identifier les corps, c'était quoi? C'était le dog-tag? C'était... j'en ai un qui est arrivé dans une boîte de styrofoam. Fait que c'était vraiment des identifier à 100% avant d'aviser la famille.
Est-ce que tu envoyais les dents en analyse? Moi, mon rôle, c'était juste d'assister parce que c'était le NIS, là, le Service national SNE, des enquêtes. c'était leur mandat. Okay. Donc, naturellement, là, on avait 2 qui étaient arrivés en même temps, donc il y avait besoin d'aide. Mm-hmm. Puis moi, je me disais, c'est une expérience que j'ai jamais vécue, fait que go, tu sais, je veux le vivre. Je m'étais assuré que je connaissais pas les personnes avant. Parce que là, naturellement, c'était pas l'image que j'avais envie de garder de quelqu'un qui était décédé. Puis, ça, je me suis présenté là. Puis, dans le fond, t'as un aspect recherche aussi, de dire hey, comment l'équipement de protection a fonctionné dans cette situation-là. Fait qu'il y avait un gros volet aussi de retirer tous les équipements de protection puis pour envoyer ça au centre de recherche. Puis notre mandat principal, c'était vraiment les empreintes digitales, s'assurer à 100% qu'on avait la bonne personne. Parce qu'il y a eu des bévues dans le passé où des gens allaient voir la conjointe de quelqu'un en disant mon Dieu, tu sais, t'es-tu correct? Il est décédé, puis finalement la personne n'était même pas décédée. Donc il y avait ce qu'on appelait un comms lockdown. Plus personne ne pouvait appeler au Canada. Les communications étaient barrées. C'était complètement bloqué. Jusqu'à temps que l'annonce soit faite à la famille. Ouais. Fait que nous, quand on voyait ça passer, souvent, juste avant qu'ils bloquent tout, là, j'écrivais vite là, à ma conjointe de l'époque, je suis correct, Claude. Puis je faisais ça avant que tout coupe, tu sais. Mais cette fois-là, ça l'identifiait positivement à 100%. Ouais. Il y en a un, c'était on savait que c'était lui. On savait, il y avait assez de témoins autour, il était avec sa gang. Ouais. Tu le sais c'est qui. Donc, tu recueillais le témoignage? Non, c'était pas mon mandat du tout. Moi, c'était vraiment à la morgue de s'assurer à 100% qu'on annonçait le décès à la bonne personne, à la bonne famille. D'un point de vue technique, policier, quand tu dis tu retires les équipements, tu retires les uniformes aussi, est-ce qu'il y a une analyse des blood splatter, comment tu appelles ça, dans les éclaboussures de sang sur les vêtements? Y a-t-il une analyse ADN qui est faite de ça aussi? Ou parce qu'on est dans un théâtre de guerre, on skip tout ça? Je sais pas, je voudrais pas me risquer. Non, mais juste savoir si tu avais la réponse. Non, okay. je sais pas. Nous, c'était tout retiré puis envoyé après ça au centre de recherche. Même les véhicules qui explosaient. C'était tagué comme une évidence? Je serais porté à dire que oui. C'était traité de la même façon. Oui, parce que le Service national des enquêtes, techniquement, vont traiter la scène de crime, même si elle est c'est sûr que en opération. Tu peux pas te permettre de faire une scène de crime comme on va faire ici au Canada là, pendant 7-8 heures, là, parce que tu sais que tu vas te manger une roquette en pleine tête. Ou, tu prends 3 ou 4 photos rapides, tu regardes s'il n'y a pas des évidences, tu crisses ton camp. L'Afghanistan? D'autres choses significatives que tu te souviens? T'avais-tu une bonne équipe de travail? J'ai changé 2 fois de place. Là. Okay. Donc, ça ne me tente pas d'aborder tant ce sujet-là. Je parlais d'un des boss qui m'a fait du trouble. Puis Dieu sait que s'il écoute, il va se reconnaître. Là. C'est un incompétent de première qui a mis nos vies en danger inutilement. J'ai d'ailleurs été chargé pour y avoir dit ce que je pensais. Tu veux-tu expliquer la situation où est-ce qu'il vous a mis en danger? Non. Parce qu'il y a c'est une décision sur le terrain qui aurait pu causer la perte de vos vies. Une décision, oui, qui faisait aucun sens. Là. Après ça, j'ai changé. J'ai commencé à Pachmoul Sud. Après ça, j'ai été envoyé à Pachmoul Nord. Là, il est arrivé un petit incident, donc là, je me suis ramassé à CAF, à la détention. Je t'explique que Pachmoul, c'était c'était un district dans Kandahar où on avait des sous-stations de police. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé là-bas en étant avec la Pommelette, Elmo. Équipe de liaison mentorat opérationnel. Donc, on était 10 Canadiens avec une poignée d'Afghans. Puis on les coachait à faire une job de police, mais comme t'en as, c'est difficile. C'était des poissons rouges là. Ça va pas. Mais du moins les accompagner dans les opérations policières de terrain là. En gros, on le faisait, mais avec eux autres. Là. Puis vous êtes retrouvés toute la gang à faire de l'infanterie finalement au front avec les policiers afghans et l'armée nationale afghane. Ouais. Puis nous, Pachmoul Nord, on avait été, les forces spéciales avaient fait une frappe dans un de nos villages qui était notre responsabilité au cours de la nuit. Puis les talibans
en représailles, ils nous ont attaqué, nous, pendant une grosse demi-heure. Là. Puis c'était même pas encore la fighting season là, qu'ils appelaient. Là. C'était, Parce que là, en période d'hiver, je raconte pour les gens, en période d'hiver, on dit que les coquerelles dorment, là, dans le fond, dans le sens qu'il y a beaucoup moins d'action parce que les opérations, avec peu de moyens, puis surtout qu'il y en a beaucoup qui sont en sandales, je veux dire comme ça, là, parce qu'ils utilisent des fermiers, même pas des réels talibans, ben les opérations sont moins fréquentes en période hivernale. Non, donc c'est ça. On s'est fait attaquer pendant une grosse demi-heure sur 2 flancs. Ça c'était... Mais tu sais, comme l'entraînement kick in, je chialais à l'époque de dire hey, on fait 9 mois d'entraînement, partir 6 mois en mission. Ouais. J'ai compris. Quand ça a pété la première fois, là, tu fais comme oh, tu réfléchis pas, tu fais juste le faire par instinct. Mais tu sais, ça faisait une demi-heure là, qu'on tirait tout ce qu'on avait, puis ça continuait de nous revenir, de nous tirer dessus. Fait que ça fait comme ouais, là, tu sais, mais j'avais sorti, moi j'étais dans une tour à l'entrée principale, puis j'avais des grenades prêtes à juste tirer en bas au cas où il rentrait, mais j'étais rendu là. Okay. On s'est fait tirer, mais tu sais, comme on était chanceux, il y a personne qui a été blessé. Mm-hmm. Fait qu'à la fin, c'était tape dans Bibi, hey, yes sir, c'était cool, on trippait, mais il n'y avait pas encore là, il n'y avait pas de blessés, tu sais. Mm-hmm. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, malheureusement. Non, puis c'est important, c'est une expérience positive, même si tu t'en restes marqué, même s'il y en a qui ont des blessures mineures, ça reste une victoire, tu sais, puis des fois tu le traduis en victoire, plus tard tu le traduis différemment, mais c'est un processus normal, je pense, dans le cerveau d'un soldat. Mais quand tu te rends compte à quel point tu as été chanceux, là, ça te fait freaker out un peu. Bon. Oui. C'est plus tard, ça te rattrape. Ouais. Tu as travaillé comme Air Marshal. Oui. 52 déploiements, 57 pays. Ouais. C'est énorme. Y a-tu quelque chose là-dedans qui a été plus satisfaisant pour toi? Ah, j'ai trippé. Ça a été les plus belles années de ma carrière. L'opportunité de voyager, t'es payé pour voyager. Ouais. C'était... Toujours dans des conditions exceptionnelles? Oui. Tu sais, comme l'Irak, le Mali, c'était des places qui étaient pas... c'était in and out, là. Mais si t'accompagnes la gouverneure générale du Canada... Oui. Tu restes pas dans un 3 étoiles. Non, t'es dans le 5 étoiles. T'es bien traité Air Force. Oui. T'as besoin de tes heures de sommeil. Ouais. Fait que c'était, tu sais, j'ai vraiment eu une belle gang. J'ai vraiment côtoyé des gens incroyables. On a eu du fun. Écoute, moi, c'était d'avoir du fun. As-tu encore des amis que tu côtoies régulièrement? Oui. Oui. Air Marshal t'a permis aussi... la police militaire t'a permis de servir dans des ambassades. T'en as fait 2. Oui, j'ai fait Kaboul. Oui. Haïti, naturellement, là, c'était une situation de crise. Fait que c'était... c'est de la sécurité. C'était de la sécurité. Tu nous l'as expliqué. Kaboul, l'Afghanistan, 2 grandes régions où est-ce que le Canada a opéré. La ville de Kaboul, la ville de Kandahar. Et suite à notre sortie de Kaboul, je vais dire ça comme ça, là, le fait qu'on n'ait plus d'opérations là, on devait mener des opérations avec l'ambassade de Kaboul. Dis-moi un peu, c'était quoi le mandat de la sécurité pour la police militaire à Kaboul? En fait, tu avais 2 équipes distinctes. Tu avais l'équipe de CP, de garde du corps, qui faisait la protection de l'ambassadrice. Oui. Puis, tu avais nous qui était la sécurité de l'ambassade en tant que telle, les infrastructures. Mm-hmm. Donc, tu avais une compagnie qui était Sabre à l'époque, qui était un contracteur civil qui fournissait la sécurité. Donc, semblable à Blackwater. Exactement. On avait beaucoup d'anciens SAS britanniques. C'est une compagnie britannique. C'est ancien Green Berets. Exact. Toutes des Britanniques qu'on avait, nous, mais toutes des gars qui n'avaient vu d'autres, là, qui étaient contracteurs depuis des années et des années. Puis on avait des Gurkhas, qui étaient des Népalais, qui sont reconnus pour être de l'Empire britannique. Oui, qui sont reconnus pour être des soldats incroyables. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on gérait cet aspect-là, la sécurité physique, puis la sécurité autour là, de l'ambassade. Tantôt, tu as mentionné les Gurkhas, puis je veux juste dire un fun fact. Pour ceux qui connaissent le prince Harry, le prince Harry a commandé, je pense, une unité de Gurkhas, si je me trompe pas. Ça se pourrait, je sais pas. Oui, si je suis pas
on-ball, comme on dit. Puis je suis désolé pour plein d'anglicismes, mais vous comprenez que dans un métier comme celui-là, on n'a pas le choix de travailler dans les 2 langues officielles. On est Canadiens. Kaboul t'a donné quoi, toi, personnellement, comme défi? Parce que c'est une mission de 6 mois. C'était 1 an. 1 an? C'était 1 an. Okay. L'ambassade, c'était une mutation d'1 an. Ouais. Normalement, une mutation dans une ambassade, c'est autour de 4-5 ans. Hein? Est-ce que je me trompe? C'est 2 ans plus 2 années optionnelles normalement. Okay. Et là, avec la réalité du manque de personnel, il y a des gens qui vont rester plus longtemps ou qui vont faire des mutations, là, des cross-postings. Je ne sais pas comment le traduire correctement, là, mais des échanges qui vont partir d'une ambassade qui vont aller à une autre. Ouais. Okay. Moi, Kaboul, ben c'est ça, j'ai... Parce que c'est statique, tu patrouilles pas, j'imagine. Tu sors avec l'ambassadeur ou l'ambassadrice quand c'est le temps. C'était vraiment le CP qui s'occupait de ça. Puis nous, cette année-là, c'était les élections en Afghanistan. Donc, il y avait une grosse incertitude politique. Puis, dans ce temps-là, naturellement, les talibans sont extrêmement actifs parce qu'ils veulent déstabiliser le pouvoir en place. Puis, les Américains, ils avaient annoncé qu'ils allaient se retirer de l'Afghanistan. Puis finalement, ils ont fait volte-face, puis ils ont fait comme, savez-vous quoi, non, finalement, on va couper de moitié, mais on reste. Fait que là, les talibans, comme en représailles, ils ont été extrêmement actifs, là, ça pétait de gauche à droite, ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis c'était la première fois de l'histoire de l'ambassade que ça passait proche de juste fermer, puis déplacer les opérations au Pakistan. Okay. C'était la réalité. Puis il y a eu beaucoup d'attentats, beaucoup à Kaboul, après notre sortie de là, comme groupe bataillon. Toi, as-tu eu beaucoup d'actions dans cette période-là? Ça a été l'enfer. Ouais. C'était quasiment quotidien, oui. Puis c'était un peu... Souvent, c'était pas à proximité de nous autres. Là. Ouais. Parce qu'il faut dire que l'ambassade canadienne à Kaboul est dans la ville. Dans l'enceinte, la zone verte qu'ils appelaient. Là. Donc, t'avais nous, à côté de nous, nos voisins, c'était l'ambassade britannique. Japonaise, t'avais... Mon Dieu, c'était qui était avec nous autres? Les Allemands. Donc, c'était quand même un enclos sécuritaire, là, un compound qui était sécuritaire. Mais naturellement, on n'était pas à l'abri des roquettes qui tombaient. Ça a tombé à côté de nous autres. Moi, c'était comme rendu un running gang. Là. C'était tout le temps quand c'était moi qui était en devoir. Tout le temps quand c'était moi qui travaillais, que le paf, ça pétait à côté de nous autres. Puis même que c'était au point que c'était l'ambassadrice quand elle faisait ses briefings hebdomadaires, c'était comme bon ben là, s'il arrive telle affaire, Joe va faire ci, mais on était une équipe de 6. Là. On était c'était pas juste moi, mais c'est parce que ça tombait tout le temps que c'était moi qui travaillais quand il arrivait quelque chose. T'sais. Fait que c'était comme un peu un running gag. Heureusement, on n'a pas eu de blessés. À part un attentat après notre départ où il y a un autobus complet de nos gardes de Gurkha qui a explosé. Il y a eu un paquet de morts. Donc, tous les gens qu'on côtoyait qui sont décédés parce qu'ils justement travaillaient pour l'ambassade canadienne. T'es-tu lié d'amitié avec quelqu'un local là-bas ou c'est quelque chose qui Oui. Puis c'est drôle parce qu'il m'a écrit ce matin. Il est encore là-bas? Non, il a été évacué. Lui, il a réussi à sortir de l'Afghanistan. Quand ils ont fermé l'ambassade, quand ils ont évacué d'urgence, tous les employés qu'il y avait à l'ambassade canadienne, c'était Johnny, là, son surnom. Lui, il s'est mis à risque là, sur une base quotidienne. Parce lui, il disait, je reste à 15 minutes d'ici à pied, mais je prends 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois quand je pars de chez nous pour faire bien des détours, faire ça, je me fais pas suivre pour venir travailler. Ouais. Puis il a déjà découvert une défaillance qu'on avait dans nos systèmes qui a probablement sauvé bien des vies en se rendant compte de ça. Puis lui, c'est ça, lui est évacué, puis il a choisi de venir ici à Ottawa, justement. Fait que je l'ai recroisé depuis. Ouais. Sa petite famille, tout le monde va bien. Ouais. Fait que... Joe, ça passe vite, hein? 90 minutes à jaser ensemble. Ça passe et on aurait pu faire un autre 90 minutes ensemble. Merci infiniment. Premièrement, merci pour ton service. Merci de continuer à servir comme policier. Merci à toi de faire ça. La communauté. Ça me fait plaisir. Quand je te vois, il y a le mot honneur qui vient dans ma tête. Il fallait que je le dise. Ça n'a aucun crise de c'est le mot honneur. On va te faire l'entrevue. As-tu quelque chose que tu souhaiterais dire au monde?
rien qui me vient à l'esprit. Non, je me suis pas préparé. C'est tellement à la dernière minute. Je me disais, en m'en venant, je me disais, bon, de quoi je vais parler? Mais en même temps, c'est très authentique, tout ce que tu nous as témoigné. Puis c'est le portrait d'une carrière très bien remplie, où est-ce que tu t'es valorisé. Puis ça va être mon mot de la fin parce que je pense que c'est en partie pourquoi aujourd'hui tu es capable de servir encore et d'être hautement fonctionnel avec un syndrome de stress post-traumatique. Merci pour ce que tu fais. Merci d'être mon ami. Mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut le Soundcheck Podcast Studio pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez vous abonner sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, le Soundcheck Podcast, Instagram, TikTok, Steven Bilodeau, humoriste. Le gilet en arrière de moi, c'est un gilet de la série du siècle. Et il y a plein de signatures dessus. Ça m'a été donné par Fred Gamache. Merci Fred. C'est des signatures de tous les membres de la délégation canadienne lors des derniers Jeux Invictus qui sont les Olympiques des vétérans blessés à travers le monde. C'est une réalisation extraordinaire. Donc, merci pour la donation. En même temps, ça va vous faire quelque chose de plus dans le studio. Sur ce, consultez ma TV et TVC Bassière pour la programmation, la diffusion des émotions. Et allez vous abonner à la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, pour tous les épisodes intégraux et de façon gratuite. Sur ce, mon nom est Steven Bilodeau. On se voit une prochaine fois. Bye bye.